Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de débuter cette nouvelle saison de Fortitude en recevant Julia Vira. Julia est ce que l'on peut appeler une aventurière. Tout d'abord, elle est guide de haute montagne. Alors lorsqu'on sait qu'il y a en France une trentaine de femmes guides de haute montagne pour 1800 hommes, cela donne déjà une indication sur son niveau de persévérance et d'engagement. Mais Julia ne s'est pas distinguée par cette seule statistique, loin s'en faut. Elle a notamment gravi la fameuse montagne El Capitan en solo. Alors, c'est possible que ça ne parle pas à beaucoup d'entre vous. Alors imaginez-vous simplement, pendant 11 jours consécutifs, accroché à une face rocheuse lisse de 1000 mètres, en tirant 120 kg de matériel. Alors vous vous demandez certainement comment elle faisait pour dormir. Eh bien c'est simple, sur une plateforme de fortune, elle-même accrochée à la paroi. Je vous invite à regarder les photos que j'ai postées sur Instagram pour vous donner une idée de l'ambiance pour le moins vertigineuse et angoissante de cette ascension. Mais ces exploits en montagne n'ont pas suffi à Julia. Elle a par la suite décidé de s'attaquer à un autre univers, tout aussi hostile et exigeant, la haute mer. En effet, Julia est aussi navigatrice et a notamment participé à la Transat Jacques Vabre en 2021. Au cours de notre entretien, nous abordons bien entendu son parcours, ses exploits, mais notre conversation a finalement révélé une chose bien plus profonde et que je trouve très impressionnante. Le combat le plus rude, finalement, que Julia a mené n'a pas été celui contre l'altitude, la fatigue, le froid ou les tempêtes. C'est celui contre elle-même. J'ai découvert au fil de notre conversation que Julia a une personnalité dont on aurait pu croire qu'elle l'aurait détournée de toute forme d'adversité. Hypersensible, Julia doute souvent d'elle-même. Et elle nourrit des peurs multiples. Mais plutôt que de se mentir ou de fuir, Julia a choisi d'accepter ces peurs, de les assumer, de les exprimer et de les transformer en force motrice. Alors je peux vous donner un exemple. Julia a peur du vide. Accrochée à une paroi lisse de 1000 mètres, Julia avait peur du vide. Elle a pourtant choisi d'y aller et a réussi cette ascension qui l'a fait aujourd'hui figurer dans l'élite de l'alpinisme. Alors je veux surtout pas trop en révéler, mais croyez-moi, cette conversation est riche d'enseignements et d'inspiration pour nous tous qui doutons, plus ou moins régulièrement, et qui renonçons, parfois, voire souvent, parce que nous nous jugeons incapables ou que nous craignons l'échec. Julia Vira, bonjour. Bonjour, Nicolas. Je suis absolument ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de Fortitude dans cette 4e saison qui démarre. Alors, on va commencer par petite présentation. Donc, tu es guide de haute montagne. On compte à peu près une quarantaine de femmes guides de haute montagne sur un effectif total en France de plus de 1200, quelque chose comme ça. Alors voilà, on est une bonne trentaine de femmes guides de haute montagne pour 1800 hommes. Donc tu vois, c'est même encore plus, les chiffres sont encore plus éloignés, mais bon, grosso modo, ça fait à peu près 1% de femmes dans la profession. Tu vis à Chamonix et au-delà de ce métier de guide de haute montagne, tu es aussi maintenant, on peut te présenter comme ça, navigatrice. Tu as accompli ta première Transat Jacques Vabre en 2021 et tu prépares la seconde pour cette année, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, on va commencer par ton parcours, bien évidemment. Tu n'as pas, alors ce qui m'a un peu surpris quand je l'ai découvert, c'est que tu n'as pas grandi à la montagne. Non, alors j'ai pas grandi dans une vallée de montagne, on va dire. Par contre, il y avait quand même dans ma famille des velléités pour la montagne. J'avais des grands-parents qui avaient un chalet de vacances dans les Alpes du Sud et qui avaient les yeux qui brillaient pour la haute montagne, même si dans les faits, ils ne la pratiquaient presque pas. En tout cas, moi, j'ai quand même passé quelques semaines chaque été chez mes grands-parents à randonner sur les sentiers. Et puis, il y avait quand même de la passion pour la montagne qui traînait dans ma famille. C'était plus un loisir que un Oui, cadre de vie, en tout cas. voilà, complètement. Et puis surtout, moi, à l'époque, il faut le dire que je n'aimais pas ça et je ne voulais pas entendre parler de montagne. Et d'ailleurs, ni de sport. Et c'est là où ça devient drôle, c'est que je pense que mes profs de PS de toute mon enfance ne doivent pas se rappeler de moi, ou alors dans le mauvais sens. Et c'est assez surprenant de voir finalement la vie que j'ai eue, alors qu'à l'époque, j'étais toujours dispensée, j'avais toujours un bon prétexte pour ne pas faire de sport. Là, tu as été très à l'aise dans les études. Oui, alors oui, c'est assez juste. C'est vrai que c'était confortable dans le sens où ça ne me demandait pas spécialement d'effort, puisque j'avais un cerveau qui tournait bien, donc sans effort, j'arrivais à maintenir un niveau très correct. Par contre, c'était pas confortable dans le sens où je n'aimais pas ça. Donc, je dirais c'est presque une chance.
j'ai tellement passé de mauvais moments sur les bancs de l'école, du collège, du lycée, puis très rapidement à la fac. Et c'était tellement dur pour moi de supporter cette position que c'est ce qui a fait que j'ai eu la volonté de le quitter très vite. Alors c'est une chance parce que du coup ça m'a permis de trouver un autre chemin qui me correspondait beaucoup plus. Alors après c'est vrai que c'était assez surprenant parce que j'avais tu vois le profil plutôt première de la classe, des bulletins scolaires brillants, on me voyait faire de grandes études, j'avais des grands-pères qui avaient été très brillants, polytechniques, enseignants en médecine, donc la voie elle était toute tracée et puis depuis petite on m'imaginait très bien faire pareil. Mais voilà, la chance que j'ai eue c'était de ne pas du tout aimer ça et donc d'avoir à chercher autre chose et de prendre un peu des chemins de traverse. Elle est pas mal cette phrase. La chance que j'ai eue, c'est de pas aimer les études. On t'a, entre guillemets, analysé, diagnostiqué comme étant un haut potentiel, quelque chose comme ça, ou pas du tout? C'était... Alors non, ben tu vois, on parle de génération. Moi, j'étais à l'école il y a plusieurs décennies. À l'époque, on n'en parlait pas du tout de ça. Les termes existaient presque pas, le diagnostic absolument pas. Donc la question se posait pas, en fait, tout simplement. Et puis il y a des gens que ces facilités-là mettent complètement en échec. Donc pour eux, je suppose qu'on se serait posé la question un peu plus de qu'est-ce qui se passe. Moi, si tu veux, je posais pas de problème, à part peut-être par mon comportement qu'on taxait volontiers d'insolent, mais qui était juste peut-être une forme de... Je refusais l'injustice, je refusais beaucoup de choses que je voyais en cours, c'est ce qui me donnait un petit peu ce tempérament un peu fort que certains profs n'aimaient pas. Mais par contre, sinon, je posais pas de problème puisque mes bulletins scolaires suivaient et peu importe que j'avais besoin de travailler ou pas pour arriver à ces résultats-là, ça passait à peu près inaperçu. Et je pense que d'ailleurs, moi, j'ai toujours eu besoin d'être à peu près irréprochable, donc de me tenir scolairement à quelque chose d'assez discret ou du moins ou en tout cas de satisfaisant quoi. Hmm. Donc non, il n'y a pas eu de diagnostic posé à ce moment-là et peut-être que d'ailleurs, enfin je devance un peu des questions, mais moi c'est peut-être un regret parce que je voyais bien que pour moi c'était très difficile la situation d'apprentissage scolaire telle qu'on nous la proposait et je me suis énormément culpabilisée parce que ça marchait pas quoi, ça marchait pas comme les autres, j'étais pas bien, je comprenais pas pourquoi je faisais pas l'affaire quoi. Peut-être que ça aurait été plus simple en ayant des clés de compréhension et en attribuant un peu moins de responsabilité à moi-même quoi. Tu découvres le snowboard. Tu as commencé le snowboard vers quel âge? Je pense que j'ai commencé vers 13-14 ans à l'adolescence parce que le snowboard c'était un sport dissident à l'époque, c'était tout Oui, nouveau, tout à fait. c'était vraiment un virage que prenaient les sports de glisse par rapport au ski très traditionnel. Donc moi, ça correspondait bien voilà, à la période de l'adolescence où je voulais me démarquer un petit peu, où je collais pas au système. Et donc j'ai trouvé dans le snowboard cette grande liberté. Et c'était pas que du sport, c'était voilà, plus un mode de vie, un état d'esprit qui était incarné par toute la culture snowboard à l'époque. Et donc j'ai commencé à en faire beaucoup. Donc quand j'étais au lycée, je passais tous mes mercredis et mes week-ends à faire du snowboard. Alors, j'étais d'une famille plutôt modeste, donc la manière que j'avais trouvé d'assouvir ma passion, c'était d'encadrer dans une association. Donc, j'avais pas du tout de diplôme, mais vu qu'à l'époque, le snowboard était beaucoup moins encadré, je pouvais accompagner des sorties par cette association juste par le fait que mon niveau était supérieur à celui des participants aux sorties. Donc, en fait, ça me payait le déplacement, le forfait et peut-être le pique-nique. Enfin, voilà, c'était ma manière d'ado d'arriver à assouvir cette première passion et puis surtout de me débrouiller et de rien demander à personne pour aller dans la direction qui me plaisait. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie, mais ça a commencé un peu jeune, ouais. Et du coup, ce que j'ai entendu, c'est que très rapidement, bah, c'est devenu une passion. Et du coup, tu arrivais à pratiquer le snowboard en hiver, donc dans les Alpes, enfin en France, j'imagine, mais tu voyageais aussi l'été pour pouvoir continuer à faire du snowboard. Ouais, alors ça, c'est un petit peu après, c'est quand j'ai réellement quitté la ville. Alors moi, j'ai grandi une partie de ma scolarité vers Grenoble. J'ai attaqué des études après le bac à Grenoble et que j'ai quitté au bout d'un semestre. Donc quand tu m'as dit que j'avais fait des études, c'est pour ça que j'ai précisé, pas beaucoup quand même, hein. En fait, j'ai fait un semestre, la neige est tombée. Je suis partie après les partiels du premier semestre. On avait un mois de coupure, donc là, je suis partie travailler en station.
Et ça a été un peu la révélation. J'ai rencontré déjà des jeunes qui vivaient de ça, quoi, des saisonniers qui avaient des boulots pour garder du temps à côté pour faire du snowboard. Et là, j'ai trouvé un espace beaucoup plus vaste pour m'exprimer. Une petite anecdote que je raconte pas souvent, mais que je trouve vraiment mignonne. Donc j'étais en station pour ce mois de travail, et puis ensuite la fac reprenait. Donc le week-end avant de reprendre la fac, ça me travaillait tellement que j'ai appelé ma mère, et puis je lui ai dit, écoute, ben, je crois que je vais pas redescendre à la fac. Et là, ma mère, pour peut-être la première ou une des rares fois de sa vie, m'a répondu non. Et j'ai été tellement surprise que je suis redescendue à la fac, je lui ai obéi, ce qui n'était pas non plus habituel. Et je suis redescendue à la fac. Et puis en fait, je l'ai rappelé le lundi soir. Je lui ai dit, bah écoute, tu sais quoi, je vais remonter. Et là, donc là, elle a été elle a eu beaucoup, beaucoup d'intelligence de comprendre que c'était un besoin vraiment impérieux pour moi. Elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Parce qu'il y avait, tu vois, 2, 3 heures de route. Je lui ai dit non, non, je me débrouille. Et en fait, mes parents sont venus au départ du bus que je prenais à 8 heures le mardi matin m'apporter un sachet de croissants. Et, et j'avais un peu oublié cette anecdote, c'est elle qui me l'a rappelé il y a quelques temps, et je la trouve très symbolique. Très symbolique de la chance que j'ai eue en fait d'avoir des parents compréhensifs de ma personne, ou en tout cas de la façon dont moi j'avais besoin de rechercher mon bien-être, qui n'était pas conventionnel, et ils ont eu l'ouverture d'esprit de me laisser faire ça, de me faire confiance, même si à l'époque on ne savait pas du tout où est-ce que ça mènerait, hein, moi la première. Et donc tout ça pour dire que effectivement j'ai débarqué en station avec mon sac, mon sac de quelques affaires et mon snowboard. J'avais préparé le coup, c'est-à-dire que j'avais organisé ça avec les copains que je m'étais fait le mois d'avant, et j'avais trouvé un petit boulot de femme de ménage. Alors à l'époque j'étais mineure parce que j'avais un peu d'avance au niveau scolaire, j'avais eu le bac à 16 ans. Donc, c'était pas évident de trouver un boulot de salarié, mais j'avais trouvé un boulot de femme de ménage qui me laissait beaucoup de temps dans la journée pour faire du snowboard. Et puis comme tu dis, en fait, les 2, 3 années qu'on suivi, j'ai continué comme ça, à faire des petits boulots de restauration, et qui me permettaient d'avoir du temps pour faire du snowboard l'hiver. Et comme ça me suffisait pas, je partais pendant l'été dans l'hémisphère sud, parce que l'hémisphère sud a les saisons inversées, donc ça me permettait de continuer l'hiver et de faire un peu un hiver sans fin pendant 2, 3 ans, quoi. Donc Alors, voilà. je m'arrête une seconde parce que je trouve ça hyper intéressant, la réaction de tes parents. Parce que, effectivement, tu as précédé dans ton récit une question que j'allais te poser, puisque voilà, tu avais donc 16-17 ans, tu viens de le dire. Euh, Aujourd'hui, quand on réfléchit au rôle des parents, la manière dont on s'investit, je suis assez bien placé pour le savoir, je me prends pas mal la tête. En ce qui me concerne, c'est sûr qu'on est toujours très préoccupé de l'avenir, qu'il soit encadré, qu'on prolonge les études, etc. Aussi, on se dit qu'il faut laisser les enfants cultiver leur curiosité, poursuivre leurs aspirations, etc. Mais très souvent, ça reste un vœu pieux parce que bah, c'est une prise de risque que tous les parents n'arrivent pas à assumer. Du coup, comment tu expliquerais, est-ce que tu en as reparlé avec eux, d'où leur est venue cette ouverture d'esprit? Parce que c'est une chose de le constater, mais c'en est une autre de l'expliquer. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vécu la même chose avec leurs propres parents? Est-ce que c'est une philosophie de vie qu'ils ont cultivée pour telle ou telle raison? Ça m'intéresse d'entendre finalement qu'est-ce qui a fait que ils étaient dans cet état d'esprit de laisser partir Ouais, leur fille de c'est 16 ans, intéressant comme. Ouais, vivre seule, du coup, par définition, ouais. travailler pour vivre de snowboard. Ben, c'est très intéressant. Alors, j'aurais pas toutes les réponses, mais quand même des idées. Moi, j'ai vécu quand j'étais enfant la mort de mon père. Donc, j'ai un frère qui est 2 ans plus âgé que moi. Et donc, quand j'avais 7 ans, mon père est mort, et on s'est retrouvés tous les trois, donc avec ma mère, mon frère et moi, avec un peu ce gouffre, cette immense peur qu'il nous arrive quelque chose à l'un de nous trois, parce que ça avait été déjà tellement dur d'encaisser ce décès que du coup, la peur a été immense. Et en fait, je pense qu'on a fait un pacte un peu tacite, tous les trois, c'est de se faire confiance. Parce qu'en fait, si on n'avait pas décidé de se faire confiance, je pense que la peur, elle nous aurait dévastés, que ce soit ma mère en tant que maman, et nous, la peur de perdre le deuxième parent, quoi. Tu vois, en termes de sécurité affective, c'était vraiment très compliqué. Et donc, il y a eu un peu ce pacte d'amour, je dirais, où on s'est fait confiance et on a décidé que ça allait bien se passer, parce que sinon, c'était la terreur. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai grandi avec une mère qui a toujours mis énormément de confiance sur nos épaules. L'avantage, c'est que moi, cette confiance, je l'ai jamais trahie. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de particulièrement
sage. Alors j'ai fait quelques petites conneries parce qu'il faut que jeunesse se fasse, mais j'ai pas du tout dégénéré. J'ai toujours eu des limites qui étaient dans ma conscience, quoi, si tu veux, parce que j'avais le poids de cette responsabilité. Et puis aussi le fait que du coup de perdre son père aussi jeune, ça m'avait fait grandir. Donc voilà, il y avait un côté très mature. Un peu forcé quoi par l'aléa de la vie. Et donc par exemple, si tu veux, moi quand j'étais enfant, ma mère, si elle me m'entendait mentir, elle allait pas me le reprocher. Elle allait pas essayer de me faire dire la vérité coûte que coûte, parce que pour elle, c'était une évidence que si je ne pouvais pas dire la vérité à ce moment-là, c'est que j'avais quelque chose qui m'empêchait de le faire, quelque chose de plus grand. Donc elle avait, tu vois, cette force, cette vision de me laisser gérer ça jusqu'au moment où j'avais plus besoin de mentir sur un sujet ou sur un autre. Donc j'ai pas été traquée pour mes erreurs. Elle m'a laissé vraiment faire les choses comme je pouvais, avec beaucoup de confiance sur le fait que je faisais du mieux que je pouvais. Et je pense que ça m'a porté énormément. Et puis après, il y a un autre point, c'est que souvent les gens à cette époque-là, quand moi je suis partie faire du snowboard, que j'ai quitté des études qui auraient pu être brillantes et prometteuses, les gens me disaient, mais comment tu peux laisser faire ça? Tu vois, en tant que mère, tu devrais resserrer un peu la vis et remettre tout ça dans l'axe. Et elle, en fait, elle répondait de manière très juste. Elle me connaissait bien et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était me voir heureuse. Et elle savait très bien, comme on était proches, elle savait très bien que je n'étais pas heureuse en cours. C'était vraiment de la souffrance pour moi de le système scolaire tel qu'il était et tel qu'il aurait dû être si j'avais fait des études. Donc, elle avait pas idée de là où ça me mènerait, mais par contre, elle avait idée qu'il fallait que je bouge et que je trouve une autre manière de faire qui me corresponde, quoi. Ça, je pense que, voilà, je lui dois énormément et c'est à mon avis, beaucoup de travail sur elle, hein, qu'elle a fait parce que la vie avait pas été que facile et qu'il fallait, si on voulait pas se laisser dépérir, il fallait travailler pour avancer avec ces difficultés-là, quoi. Donc, j'ai bénéficié un peu de tout le travail qu'elle a fait sur elle-même et ouais, c'est une chance. Ouais, c'est une chance ça fait réfléchir. Tu viens de dire quelque chose qui m'a marqué quand tu disais, elle traquait pas tes erreurs. Elle te Ouais. laissait faire tes erreurs. Elle te laissait mentir, etc. C'est intéressant parce que je réfléchissais en même temps que je t'écoutais et je me disais, bah, finalement, c'est une façon de faire confiance. C'est une façon de faire confiance à son enfant que de le laisser, bien évidemment, se casser la figure, de le laisser commettre ses erreurs et nécessairement qu'il va les vivre, nécessairement que derrière, il va devoir assumer les conséquences de ses erreurs, et finalement, ça participe de la construction de sa personne. Donc, Ouais, potentiellement de sa confiance. Parce que tant qu'on n'a pas fait de conneries, qu'on s'est pas cassé la figure, on peut pas savoir si on peut se relever. exactement. Ouais, ouais. Et cette sagesse qu'a eue ta mère, elle est remarquable, et effectivement, tu peux lui en être extrêmement reconnaissante parce que c'est pas évident. Du coup, tu kiffes, surf, snowboard l'été, snowboard l'hiver, hémisphère sud. Bon, bah, c'est quand même, voilà. On va pas faire écouter l'épisode à trop d'adolescents parce que sinon, je vais recevoir des plaintes de parents qui vont me dire, bah, attendez, là, c'est pas possible parce qu'en fait, voilà, il veut plus passer son bac, il veut aller faire du surf. Ensuite, tu te formes pour être accompagnatrice puisque c'était un peu le marchepied pour devenir guide après. Comment ça s'est passé? Comment tu as vu les choses et comment ça s'est enchaîné? Alors, le diplôme d'accompagnateur, donc c'est pour emmener les gens faire de la randonnée en montagne à pied, hein, sans technicité. Là, c'est plutôt un concours de circonstances, un peu un hasard. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, ça a marché. En fait, à l'époque, les copains avec qui je faisais beaucoup de snowboard et avec qui je passais mes hivers, bah, eux, ils passaient le diplôme d'accompagnateur parce que finalement, c'est une manière en saison d'échapper à l'hôtellerie-restauration. Et puis, vu que j'avais développé un peu des aptitudes sportives avec le snowboard, ben, ils m'ont dit: «Tu devrais faire ça, tu as le niveau». Alors j'ai fait ça, mais vraiment par hasard. Je vais être accompagnatrice pendant 10 ans, avec beaucoup, beaucoup de plaisir parce que, ben, voilà, je découvre une régularité un peu sportive, à aussi être dans la nature en permanence, à être avec les gens et ça répond à beaucoup de mes attentes et de mes besoins dans la vie, en fait. Donc en parallèle de ça, ma passion pour le snowboard s'essouffle parce que je me rends compte que les débouchés pour moi, elles sont super limitées. Et puis à l'inverse, j'avais fait pas mal de snowboard en randonnée et en pentraid. Et donc, ça m'avait emmené dans le domaine un peu plus de la montagne, de la haute montagne, un peu plus technique. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Et donc tout ça m'amène à découvrir l'alpinisme. Alors au début, c'est l'escalade. Et puis après, c'est les choses un peu plus techniques comme la cascade de glace, les longues courses d'arêtes qui mènent au sommet, toutes ces choses-là, les glaciers, etc.
Et là, c'est une révélation parce que je pense que j'ai besoin déjà d'un changement par rapport au snowboard. Ça fait, je l'ai fait en accéléré, mais ça fait déjà pas mal d'années que je fais absolument que ça de ma vie. Et puis j'ai toujours eu besoin de choses qui me challenge, tu vois, de choses qui semblent inaccessibles ou qui semblent difficiles et qui m'obligent à aller utiliser beaucoup de ressources en moi. C'est un plaisir que j'ai toujours eu dans tout ce que j'ai fait. Et donc l'alpinisme, ça répond totalement à ça parce que moi, j'arrive d'une adolescence ou d'une enfance où j'ai pas été sportive, donc avec un corps qui est pas prêt à tout encaisser. Donc il y a beaucoup de travail. Et puis en plus de ça, l'alpinisme, c'est un truc qui est hyper technique. Donc même si j'avais été sportive, en fait, ça aurait été déjà compliqué d'intégrer toutes les techniques, etc. Donc je découvre cet univers-là avec les yeux qui brillent. Et là, ça devient une évidence que ça va être. Il y a plus que ça qui tourne pour moi, quoi. Dans ma tête, dans mon cœur, ça prend tout. Ça prend tout à l'intérieur de moi. Et donc, le métier d'accompagnateur, c'est ma profession. Et à côté de ça, j'ai la passion pour l'alpinisme que j'assouvis dès que je peux, quoi. Dès que j'ai des vacances, dès que j'ai un jour de congé, voire le soir ou le matin avant d'aller bosser, ça se met à prendre toute la place, quoi. Alors peut-être qu'on peut s'arrêter parce que je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être une majorité qui sont assez dubitatifs par rapport au fait de se dire que l'alpinisme peut être une passion. Je m'explique. Je retire ça de mon expérience personnelle. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de montagnes, notamment étant jeune, et la montagne, c'est pas toujours accueillant. C'est pas le concept des vacances ou du loisir tel qu'on l'imagine, la farniente sur la plage, etc., les sports nautiques et autres. C'est quelque chose qui est volontairement rude, qui peut être très difficile. Il y a les éléments, il y a l'effort, et puis il y a aussi pas mal de solitude. Bref. Donc, comment si tu devais dire à ceux qui nous écoutent, quels sont les quelques ingrédients qui ont alimenté cette passion? Qu'est-ce qui a fait que la montagne, l'alpinisme plus particulièrement, est devenu une passion? Alors, c'est intéressant comme question. Je pense que déjà, il y a quelque chose d'essentiel qui est le rapport à la nature. L'alpinisme, donc tu es toujours dans des environnements très sauvages, avec une nature qui est très belle. Et ce rapport-là, il est extrêmement satisfaisant. La beauté, tu vois, d'avoir affaire à autant de Ouais, beauté. je te provoque. Je te provoque volontairement. Tu peux kiffer la nature en prenant le téléphérique. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que ce n'est que mon premier Faire une point. marche J'en ai d'approche d'autres. faire une marche d'approche de 7 heures pour ensuite aller passer un semblant de nuit dans un refuge, te réveiller à 2 heures du matin pour partir par -15, aller gravir un sommet. Ouais, Voilà, ouais, ouais. Non, c'est non, mais je suis ça. d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a d'autres ingrédients. C'est pas une recette avec un seul ingrédient. Mais je tiens à le Non, mais je préciser voulais parce qu'en fait, te taquiner. c'est quand même dingue de voir des levées et des couchers de soleil tous les jours, de voir tous ces éléments, la roche, la glace, les lignes, tu vois, que forment les montagnes, etc. C'est beau. Et en fait, pourquoi, pourquoi la montagne, pourquoi l'art, pourquoi la musique, pourquoi toutes ces choses-là? C'est parce que la beauté, elle fait du bien à l'âme, quoi, hein. Donc c'est important de se rappeler qu'on se gave de cette beauté en alpinisme parce que les yeux la voient toute la journée, quoi. Donc c'est pas rien. Après, il faut autre chose, il faut le goût du dépassement. Ça, c'est sûr que souvent, quand les gens me disent, comme tu dis, voilà, que c'est épuisant, ça fait mal, ça va trop loin, je dis oui. Ils disent, mais alors pourquoi tu le fais? Je dis, excellente question. C'est vrai que si on est sain d'esprit, il n'y a pas forcément besoin de ça. Et encore que je suis moyennement d'accord avec cette idée-là, c'est qu'en fait, moi, ce que j'appelle le dépassement, c'est en fait le fait de ne pas se satisfaire des barrières qu'on a. Donc, soit qu'on nous a mises, soit qu'on s'est mis soi-même, soit qui sont à peu près, qui sont collectives, on va dire. Et c'est le plaisir de dépasser ça. Donc, c'est de se dire, OK, là, je suis fatiguée et c'est dur, mais il y a une ressource quelque part et je vais aller la chercher. Et cet exercice-là, il est extrêmement satisfaisant. Alors, j'aime beaucoup les Américains qui parlent de plaisir type 2, c'est-à-dire que c'est pas un plaisir immédiat, hein, quand tu es quand tu dans l'effort, dans la souffrance, etc. Est-ce qu'il y a du plaisir? Non. Ça a beau être beau, tu vois plus rien tellement que tu en as marre. Mais par contre, dès que ça s'arrête, c'est immédiat l'envie d'y retourner. Parce qu'il y a une grande fierté par rapport à soi-même d'avoir dépassé une barrière où ça te semblait impossible, d'avoir réussi à dépasser ça. Et puis du coup, ça te donne accès à des lieux où les gens n'ont pas accès, quoi. C'est-à-dire que la plupart des montagnes, si tu n'es pas capable d'endurer de tels efforts, tu n'y vas pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de monde et que quelque part, on est quand même mieux en haut d'un sommet qu'en haut du téléphérique parce qu'il y a personne, quoi. D'ailleurs, pour revenir sur le sujet de l'éducation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, toutes les questions que les parents peuvent se poser sur comment essayer de transmettre aux enfants telle ou telle valeur.
encore une fois, pour l'avoir vécu, moi, mon expérience de la montagne n'a pas toujours été très positive. Je l'ai notamment très, très mal vécu pendant l'adolescence. Et moi Vraiment aussi, mal hein. vécu. Ouais, ouais. Parce que mes potes, ils étaient à la plage et moi, j'étais à la montagne, quoi. Et la montagne l'été, je pourrais faire des séances de psy Ouais, pendant ouais, ouais. quelques heures pour en parler parce que c'est extrêmement frustrant. C'est encore une fois, c'est de la solitude, c'est du mauvais temps, c'est de l'effort, c'est du risque. Moi, je me suis retrouvé à l'âge de 10 ans accroché à une paroi dans une école d'escalade. J'étais à 15 mètres de haut et il y a un abruti en haut qui défait toutes les cordes. Je me suis retrouvé, j'étais plus assuré. Heureusement, le guide avec qui on était est venu me chercher. Et j'avais 10 ans, donc j'ai pu grimper sur son dos, il m'a redescendu. Enfin, c'est juste pour donner l'illustration que, voilà, c'est des loisirs, on peut quand même se poser la question de leur intérêt. Et, mais ce que je dis aujourd'hui avec le recul et étant parent, c'est que le gros avantage de la montagne, c'est que c'est un canal d'éducation passive. Je crois beaucoup en l'éducation passive, Mm. Mm. l'éducation par l'exemple, l'éducation par l'expérience vécue par les enfants, pas forcément parce qu'on leur dit ce qu'on leur raconte. Ouais. La montagne, le gros avantage, c'est que déjà, ça apprend une forme d'honnêteté, à pas tricher, parce qu'on peut pas tricher en montagne, c'est impossible. Il y a plein de sports dans lesquels on peut tricher, mais en montagne, on peut pas tricher. Le rapport à la nature et l'humilité, sa place dans l'univers. Très souvent, on se dit, il faut se souvenir qu'on est des microbes, qu'on est rien, etc. Bah, c'est vrai que la montagne, c'est comme la haute mer, tu pourras en parler, mais la montagne, ça aide aussi à réaliser ça. Mm. Notre place microscopique au sein de l'univers et peut-être aussi, du coup, aider à avoir une forme d'humilité, le sens de l'effort, bien évidemment, et l'introspection. Parce que, je suis désolé, c'est toi qui devrais parler, pas moi, mais je partage mon expérience, n'étant pas montagnard ni de carrière, etc., mais l'ayant vécu, notamment enfant et adolescent, bah, c'est des situations dans lesquelles on est seul face à soi-même. Mm, mm. Quand on marche, on regarde son pied qui va devant l'autre, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis plus c'est long, plus c'est rude, plus on se dit qu'il faut regarder ses pieds, parce que si on regarde là où on veut aller, ben, on déprime. Et du coup, ça nous met dans une position qui est pas forcément habituelle quand on a 13, 14 ans. Et du coup, c'est pour ça que je parle de sagesse de la montagne. C'est pas la sagesse qu'on a nous, mais c'est plutôt la sagesse qui découle presque Ouais. naturellement et indirectement de la montagne. Ouais, ouais, complètement. Et je partage vraiment ce que tu dis, hein. Moi, j'ai vécu les choses de la même manière en étant enfant et adolescente. Je n'aimais pas ça. Et puis j'ai de l'indulgence pour tous les enfants qui n'aiment pas ça, parce que c'est vrai que tout ce dont tu parles, c'est pas c'est pas des valeurs très enfantines, quoi. C'est des plaisirs auxquels on accède un peu plus en étant adulte. Donc je mets de l'indulgence là-dedans. Et puis je me sers de mon exemple. Moi, c'est vrai que j'étais la pire, hein, à l'enfance, adolescence. Je ne voulais pas aller en montagne, vraiment pas du tout. Et puis au final, j'ai compris après ce que ça m'apportait. Donc voilà, je j'ai pas de théorie sur le fait est-ce qu'il faut forcer ou pas. En tout cas, c'est vrai que les belles valeurs qui en découlent, elles sont complètement fondatrices, quoi. Je pense dans une vie, quoi. Donc, tu es accompagnateur et tu décides du coup de devenir guide. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé, ton entrée dans ce monde Alors, très accueillant des guides de haute montagne? Alors, en quelques mots, Nicolas, non, je n'y arriverai pas. Il va me falloir plus que ça. Non, je vais essayer de le résumer, mais c'est pas une période évidente parce que, alors, il faut savoir que le diplôme de guide, donc actuellement, on est une bonne trentaine, mais moi, à l'époque, il y a moins de 20 femmes qui ont été diplômées en plus de 30 ans depuis la première femme qui est rentrée dans le métier. Donc, ça veut dire qu'il y a même pas une femme par an qui accède à ce diplôme-là. Donc, j'ai pas d'exemple. J'ai très peu d'exemples sous les yeux. Et le peu d'exemples dont j'ai entendu parler, ben, sont des femmes qui, pour moi, me semblent complètement surhumaines, tellement elles sont fortes. Donc quand le rêve de devenir guide apparaît dans un tréfonds de mon esprit, je l'assume pas du tout parce que j'arrive pas à m'identifier à ces modèles-là en me disant qu'elles sont beaucoup trop fortes pour moi et que j'y arriverai jamais. Et en fait, ce manque de confiance en moi, il va durer très longtemps. Donc ça va être long d'arriver à rentrer à l'école de formation des guides parce que j'ai du mal à croire en moi, j'ai du mal à assumer. Et puis en fait, en préparant, donc la formation dure à peu près 4 ans. Alors c'est des modules de formation qui sont répartis durant les 4 années, hein, c'est pas une formation en continu.
avec une alternance, avec des périodes de travail en tant qu'aspirant guide, stagiaire, des périodes de tutorat, des périodes de pratique personnelle pour continuer à développer son niveau. Et donc, pour rentrer dans cette école de formation pour les 4 années, il y a un examen d'entrée qui est en fait l'examen le plus difficile de tout le parcours pour être guide de haute montagne. On l'appelle l'examen probatoire. Cet examen, il se prépare donc en présentant une liste de courses, une liste d'expériences en haute montagne à très haut niveau, et en faisant toute une série d'épreuves qui sont des épreuves purement physiques et techniques. C'est que de la pratique de toutes les disciplines à très haut niveau. Et donc, en fait, je prépare cet examen-là et je le prépare donc aux côtés aux côtés d'hommes. Il y a pas de femmes à l'époque. Et je me dévalorise tellement que, en fait, il se trouve que je me blesse plusieurs années de suite en préparant l'examen. Donc, de manière souvent assez ridicule, mais complètement invalidante. Et donc, je ne peux pas présenter toutes les épreuves à chaque fois. Il y a toujours une blessure qui intervient. Pour autant, je rate aucune épreuve, mais à cause de la blessure, je suis obligée de tout recommencer à zéro l'année d'après. Et il y a un examen par an. Donc, en fait, ça me prend plusieurs années de travailler sur la confiance que je m'accorde et sur ma projection un peu dans ce diplôme. Et donc, c'est finalement la 3e année que j'arrive à ne pas me blesser et à avoir toutes les épreuves pour rentrer à l'école. Donc ça, voilà, ça a été une période qui a été super dure parce qu'il y avait ce rêve, ce projet qui était très, très présent pour moi et dont j'étais sûre qu'il était bon. Et pour autant, j'arrivais pas à le concrétiser. Il y avait cette espèce de sabotage, d'auto-sabotage assez complexe, mais ça a été super intéressant du coup de travailler plus sur la gestion du stress, la vision de qui je suis, de où sont mes qualités, mes défauts, mes forces, mes faiblesses, d'essayer de me positionner par rapport à ce qu'on attendait de moi et ce que je suis capable de fournir le jour J. Et j'ai énormément progressé, et heureusement en fait, parce que les 4 années de formation, pour moi, elles ont été assez éprouvantes, humainement, on va dire. Et heureusement que j'avais pris un peu de ces années avant à me solidifier et puis à prendre plus confiance en moi, parce que je pense que sinon j'aurais été vraiment ébranlée plus que ce que ça n'a été le cas. Et donc, les années de formation se passent parce qu'il n'y a pas le choix. Mais par contre, je me sens pas dans le moule, encore une fois. Déjà parce que j'ai toujours ce lien à l'apprentissage qui est un peu particulier. Euh, j'ai euh, j'ai pas un rapport facile avec l'autorité pure et dure. Donc, j'ai besoin que les choses soient justes, que les choses soient comprises, expliquées. Euh, et je trouve pas ça avec tous les formateurs de l'école. Donc, il y a des semaines qui sont plutôt dures. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de ressentis, j'ai beaucoup de sensibilités qui se mettent dans la pratique de l'alpinisme. Et ça plaît pas trop. Alors, il y a des enseignants à qui ça plaît beaucoup parce qu'ils trouvent que justement, j'exprime des choses assez originales. Mais il y en a d'autres pour qui c'est inacceptable que j'exprime des émotions en haute montagne, que il n'y a pas la place pour ça en haute Par montagne. exemple. La peur, tu vois, typiquement la peur. J'ai le discours, on me dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit de l'exprimer à tes clients, il n'y a pas la place pour ça. Alors j'entends ce discours, je comprends que pour quelqu'un qui vit plus déconnecté de ses émotions, cette théorie, elle semble évidente. Mais pour moi, qui ai passé ma vie à ressentir énormément d'émotions, à avoir une sensibilité un peu au-delà de la norme, et ben en fait c'est du chinois quand on me dit ça. C'est vraiment j'entends, j'essaye, mais je peux pas y arriver quoi. Je peux pas devenir un bloc insensible. Ça c'est pas moi. Et donc il y a une certaine confrontation en fait avec ce que je perçois qu'on attend de moi et ce que je me sens capable de faire réellement. Et donc à ce moment-là, je pense que j'ai pas tout à fait conscience de justement de ma sensibilité, de ce qui me constitue vraiment. Et je le prends peut-être un peu à cause du fait que je suis une femme, quoi. Je me dis, voilà, c'est peut-être trop différent, une femme, ils n'ont pas l'habitude. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a des femmes qui sont beaucoup moins sensibles que moi et des hommes qui sont tout aussi sensibles que moi et que ça se passe de genre, cette sensibilité. Et je pense qu'on me reprochait pas d'être une femme, on me reprochait d'avoir une sensibilité un peu hors du moule. Et donc, ces années-là, elles sont difficiles pour moi parce que je veux faire ce métier. Techniquement, on n'a rien à me reprocher. Je maîtrise le travail de la corde vraiment la qualité du guide, quoi. C'est vraiment ça qu'on fait du matin au soir. Donc, là-dessus, on n'a rien à me reprocher. Le lien avec les clients qu'on nous prête en formation ou qu'on a après dans nos périodes de tutorat, etc. Le lien avec les clients est très bon. Moi, je suis très heureuse dans la pratique de l'alpinisme avec clients, donc tout va bien.
si ce n'est que je vois bien que je colle pas aux attentes sur les semaines de formation, en tout cas pas toutes les semaines. Et donc, c'est des années qui sont dures parce que j'arrive pas à être ce qu'on attend de moi et je me blâme encore une fois beaucoup de pas arriver à être comme tout le monde. Et donc, je vais passer ces 4 années tant bien que mal et finir le diplôme, mais voilà, la fin du diplôme, tu as un comité en fait qui te fait un peu le bilan de ta formation, un comité de profs que tu as eu en formation qui te fait, c'est un peu ton jugement ultime. C'est assez désagréable comme situation. Et avant de te lâcher dans la nature définitivement avec ta médaille de guide, et ben on te refait un petit bilan de comment tu as été perçu en formation. Et donc, bah voilà, le bilan, c'est ça, c'est de dire que techniquement, en tant que guide, c'est excellent, quoi, que je fais du très bon travail, mais que par contre, il y a un vrai problème de confiance en soi et que ça, c'est pas acceptable. Et je vis très mal ce jugement. Et du coup, la fin de mon diplôme, au lieu d'aller faire la fête après avoir passé presque une dizaine d'années d'investissement pour cet objectif-là, au lieu d'aller faire la fête avec tous les copains parce que c'est enfin la fin du calvaire, bah moi, je suis rentrée chez moi pleurer parce que j'avais très mal vécu ce jugement par rapport à la confiance en moi et à mes émotions, quoi. Maintenant, j'en parle. À l'époque, j'étais plutôt à essayer de me cacher avec tout ça parce que c'était trop dur et que j'avais pas l'aplomb pour l'assumer. Et les années ont passé et je suis très contente maintenant de pouvoir un petit peu plus assumer qui je suis et puis en rougir un peu moins, tu vois, un peu moins me cacher d'être comme ça. Alors c'est sûr que si j'avais le choix de créer le personnage que je serais, probablement que je prendrais un peu moins de sensibilité, mais le fait est que j'ai pas le choix, que je suis comme ça et que maintenant je l'assume un peu mieux. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Alors je Ce sais que, pas ce si. que, ce qu'on découvre là, en fait, ensemble, et je le précise pour nos auditeurs, c'était pas quelque chose qui était su en amont, quand on est rentré en relation, etc. C'est que tu es hypersensible. Ouais, je suis hypersensible. Ouais, c'est. Je le Alors précise parce que comme l'hypersensibilité est un sujet que j'ai déjà abordé et qui m'est assez cher, c'est un hasard. Je le précise juste pour ceux qui ouais, nous ouais, écoutent. Et ouais, c'est ouais. Alors intéressant parce que l'hypersensibilité, effectivement, en montagne, et avec tout ce que tu viens de raconter, c'est encore un autre niveau de challenge et tu l'exprimes très bien. Et c'est, merci d'ailleurs de le partager avec nous. Et d'ailleurs, là-dessus, je vais pas te ménager parce que j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit. Encore une fois, je reprends mon expérience personnelle par rapport à la montagne et j'ai connu beaucoup de guides. Il y a, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais, le, le sentiment de sécurité qui se dégage du guide Mm. et qui parfois fait un office de phare. Moi, je me souviens Ouais. de moments où j'ai eu peur, notamment par rapport, moi, j'ai été très sensible à la météo. La météo me faisait très peur. Mhm. J'avais beaucoup plus peur des nuages qui approchaient que de la physionomie d'une face, par exemple, ou d'un passage d'escalade ou autre. Le temps me faisait vraiment peur. Et je me souviens très bien, enfin, ça me remonte là en t'écoutant et en réfléchissant, comment je me retournais toujours vers le visage du guide pour aller chercher finalement une quiétude ou pour me rassurer. Parce que je me Mm. disais, voilà, bah, lui, il n'a pas de mimique, il angoisse pas, il n'a pas peur. Ça me rassurait, ça me permettait peut-être de, voilà, de continuer à avancer, pas paniquer, pas me bloquer, pas me tétaniser. Du coup, pourquoi je dis que je suis pas sympa par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu assumais ta sensibilité, donc tes émotions. Parmi tes émotions, il y avait celle de la peur. Et du coup, la question que je te pose, c'est, quand tu dis ça, ça veut dire que quand tu es avec des clients, tu t'autorises à exprimer ta Ouais. peur. Alors oui, de manière assez subtile parce que ça reste quand même un lien entre plusieurs humains dans un environnement hostile. Et moi, j'ai un objectif de conduire la cordée quelque part, donc il y a une forme de contrôle quand même. Hein, tu vois, je suis pas. Enfin, je fais Oui, attention tu aussi fais à ma pas posture. crier là. Oui, oui. Voilà. Mais par contre, alors j'adore ta question et j'adore que tu me provoques là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup occupé l'esprit pendant des années de ma vie pour arriver à me positionner par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui a peur. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y croire en se disant, vu la vie qu'elle a, c'est pas possible. Si, en fait, j'ai peur de beaucoup de choses, pas que de la montagne, hein, de tout dans la vie. Et du coup, j'ai en fait beaucoup appris à fonctionner avec, à avoir des nuances de peur et à avoir de la compréhension de cette peur-là qui me permet de jouer, entre guillemets, avec, qui me permet de ne pas la prendre comme un frein total,
mais au contraire d'aller l'interroger, la questionner et de voir qu'est-ce qui est objectif dans la peur, qu'est-ce qui est de l'ordre du biais, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon état du moment, etc. Et donc ça, c'est une gymnastique que moi, je fais depuis toujours, surtout tous les jours, parce que si je le faisais pas, ben, en fait, je sortirais pas de chez moi tellement que tout me fait peur, et même rester chez moi me ferait peur pour d'autres raisons. Enfin, donc du coup, j'ai quand même j'ai de la peur que je suis capable d'exprimer, mais par contre, j'ai aussi l'expertise dans la gestion de cette peur. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce serait marrant de questionner mes clients plutôt que de me le faire dire à moi-même, mais en fait, je suis quelqu'un de très rassurant parce que j'ai pas peur de la peur. Et c'est là où je marque un peu des points. Pour moi, c'est pas tabou d'avoir peur. Il faut juste apprendre à s'en servir. J'ai envie de partager un truc dont je parle jamais, mais qui illustre assez bien la question que tu me poses. Dans mes premières années de travail en tant que guide, j'étais même aspirant guide à l'époque, donc ça veut dire encore en formation, même si en tant qu'aspirant guide, tu travailles avec des clients tout seul en autonomie, c'est juste que tu as une limite de difficulté autorisée. Donc je travaillais comme aspirant guide et puis j'avais mon hiver qui était organisé avec, je travaillais déjà avec ma propre clientèle, j'ai toujours eu cette volonté d'être très indépendante. Et donc, j'avais mes sorties prévues pour aller faire telle journée en ski de rando, telle journée en ski hors piste. Voilà, tout mon hiver était à peu près prévu. Et puis, au milieu de cet hiver-là, écoute, je vis une séparation qui a été dramatique pour moi, qui a été vraiment, qui m'a dévastée. Et je me retrouve très, très mal, tu vois, à plus manger, plus dormir, enfin, être l'ombre, l'ombre de moi-même, on va dire en pleine saison. Et là, c'est compliqué parce qu'on parle d'une séparation, donc ça veut dire qu'il faut quand même, faut travailler, faut gérer le concret, faut déménager, il faut continuer d'avancer. Et pour autant, je suis dévastée et là, je suis dans un métier où il y a du risque. Donc, je me demande comment je dois gérer tout ça. Donc là, j'ai pris beaucoup d'aide auprès de personnes de confiance, de personnes référentes sur comment gérer cette situation en tant que guide avec l'enjeu de la vie des gens dans les mains. Et la réponse qui a été faite et que j'ai appliquée, c'est d'augmenter les marges de sécurité. Donc, c'est-à-dire d'avoir énormément de marge, moi, par rapport à l'encadrement que je pouvais faire. Donc, j'avais, si tu veux, mon programme de courses prévu avec les clients et puis cette décision d'augmenter les marges pour ne pas nous mettre en danger. Et donc, je me retrouve à dire aux clients les uns après les autres, désolé, je ne peux pas faire ce qui est prévu. C'est pas raisonnable. Dans mon état, je ne me sens pas capable de guider des courses de cette difficulté-là. Donc, je vous propose de vous trouver un autre guide qui soit capable de faire le programme prévu. Et là, et quasiment tous mes clients à cette époque-là me répondent unanimement non. On reste avec toi et on fait ce que tu peux faire. Et en fait, si tu veux, c'est un aveu de faiblesse en tant que guide de dire je n'ai pas les capacités de guider telle course. Et en fait, à en avoir parlé avec mes clients à la suite de ça, tous, ils expriment la même chose, c'est de dire pour eux, c'est extrêmement rassurant d'avoir un guide qui est capable de dire je ne suis pas capable de ça, parce que ça veut dire que quand il ne le dit pas, il est capable et il le sait. Et donc, en fait, ça leur a prouvé de moi une très grande objectivité sur mes capacités et sur ce que je peux gérer ou pas. Et en fait, ça a créé des liens extrêmement forts et tous mes clients de cette époque-là sont restés mes clients. Et je trouve le clin d'œil magnifique parce que moi, à l'époque, j'étais très touchée. Je me disais, je prends de l'argent à ces gens pour même pas accomplir leurs rêves. Et en fait, c'est surtout qu'on a créé un lien humain qui est très, très fort et qui fait qu'il y a de la place pour les aléas de la vie. Donc là, c'était moi qui avais un aléa. Mais en fait, les années passent, la clientèle, elle est très fidèle. Et donc, les aléas, on les enchaîne, quoi. Un coup, c'est eux, un coup, c'est moi. Il se passe plein de choses dans une vie, quoi. Donc, en fait, ça a créé un lien qui est solide au-delà de juste l'apparence de on n'a pas peur, c'est pas dangereux, on y va, on fait le programme, point barre. On a créé un lien bien plus profond que ça parce que justement, moi, j'ai aussi apporté toute mon honnêteté, au-delà de mon hyper sensibilité et de mon hyper émotivité. J'ai beaucoup d'honnêteté par rapport à ça et je leur prouve que je le gère. C'est-à-dire que oui, j'ai des émotions, mais par contre, je sais fonctionner avec. Effectivement, ta réponse est très éclairante et je pense inspirante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reprochent leur peur. C'est vrai qu'on aborde maintenant un aspect qui est quand même assez important dans ton parcours et dans ta vie, un exploit, c'est pas un aspect d'ailleurs, pardon, c'est un exploit que je veux que tu expliques à ceux qui nous écoutent, qui est cette ascension d'El Capitan, qui est donc cette formation rocheuse, ce sommet qui fait 900 mètres, je crois, d'altitude, qui se trouve dans le Yosemite aux États-Unis. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent à taper sur Internet El Capitan et vous allez trouver tout de suite des photos pour essayer de vous rendre compte un peu de quoi on parle, parce que, alors,
même si pour y avoir été et l'avoir vu en vrai, les photos, comme souvent en montagne, malheureusement, ne rendent pas très bien. Enfin, en tout cas, ne donnent pas la pleine mesure du bestiau. Mais c'est une formation rocheuse qui est extrêmement connue dans le monde de l'escalade. Et donc, tu t'es lancé dans ce défi de gravir El Capitan seul. Oui, alors, alors effectivement, c'est pas arrivé tout d'un coup, hein, ça a été une construction sur, on va dire, une dizaine d'années de pratique de l'escalade là-bas, dans le parc du Yosemite. Mais je te remercie de parler de ça parce que c'est non pas pour l'exploit technique en tant que tel, qui est pas ce que j'aime mettre en avant, mais plus sur le vécu que moi j'ai eu autour de ça. Et c'est ça que je trouve intéressant de partager. Donc El Capitan, effectivement, c'est une paroi qui fait donc presque 1 mm de haut, qui est déversante. Pour la plupart du mur, ça penche en arrière, hein, vraiment. C'est très chouette pour les visiteurs. Donc c'est un parc national aux États-Unis qui est très, très, très visité, extrêmement visité. Et quand on rentre dans le parc en voiture, moi, ce que je trouve génial pour les visiteurs, c'est d'y aller la nuit parce qu'en fait, on a ce mur qui est ponctué de plein de petits points lumineux qui correspondent en fait aux lampes frontales des grimpeurs qui sont dans le mur. Parce qu'en fait, donc ce type d'escalade, de ce genre de paroi immense et très difficile, on appelle ça les big walls. En fait, ce sont des murs qui sont trop longs pour être gravis à la journée. Donc, on va devoir faire l'ascension sur plusieurs jours et donc dormir à flanc de paroi. Mais comme la paroi est déversante, on va utiliser des plateformes qu'on suspend au rocher, qui s'appellent des portaledges, donc des petites vires portables, qui sont ni plus ni moins des lits de camp suspendus, en fait, des structures métalliques avec une toile tendue à l'intérieur. Et on dort à flanc de paroi, pendu dans le vide, pour pouvoir continuer à grimper le lendemain et venir à bout de cette immense muraille. Et c'est ce qui fait qu'en en tant que visiteur du parc, ben, le soir, tu vois tous les lumières des grimpeurs qui s'allument, et là, tu prends la mesure de la face. Et généralement, moi, je dis que ça doit être génial de visiter le parc du Yosemite quand on n'est pas grimpeur, parce que c'est juste beau et impressionnant. Quand tu es grimpeur et que tu débarques là-bas, ben, ça fait mal au ventre, quoi. Et du coup, moi, alors, avant de faire cette fameuse ascension en solitaire, ça fait une dizaine d'années en fait que je vais presque chaque année grimper aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est une des mecs mondiales de l'escalade avec des rochers, des formations rocheuses très intéressantes, un type d'escalade très particulier avec beaucoup de fissures qu'on n'a pas forcément en France et en Europe, où on a une escalade plus de face sur un rocher calcaire, alors qu'aux États-Unis, on va avoir beaucoup de granit, de grès, des rochers plus striés de fissures, et donc où les techniques sont très différentes. Donc moi, c'est un petit peu mon plaisir chaque automne, une fois que j'ai fini la saison, d'aller grimper aux États-Unis pour voilà, découvrir tous ces parcs incroyables. Et donc, j'ai fait pas mal d'ascensions dans le parc du Yosemite, notamment plusieurs fois l'ascension d'El Capitan, mais alors à chaque fois en cordée de deux. Donc avec quelqu'un qui grimpe pendant que l'autre l'assure, et puis après, on se rejoint, on inverse les rôles et on alterne comme ça la difficulté chacun notre tour. Et puis la fameuse année de cette séparation dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a été un fait quand même assez marquant dans ma vie, hein, d'une violence un peu émotionnelle qui m'a marquée. Cette année-là, donc j'étais en larmes dans les bras d'un copain qui essayait de me remonter le moral, qui était très mal à l'aise face à toute cette tristesse bien justifiée, et qui, pour me remonter le moral, par hasard, utilise l'expression en me disant: mais si, tu vas y arriver, c'est dur, c'est comme quand tu es au pied d'El Capitan, parce qu'il sait que j'aime cette escalade-là, c'est comme quand tu es au pied d'El Capitan, bon, bah là, tu es en solitaire, mais tu vas y arriver. Et là, je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic dans ma tête, j'ai entendu ces mots dans la même phrase: El Capitan, solitaire. Et ça a été une révélation. Alors, c'est dingue hein, de se dire qu'un destin, il se joue à si peu de choses, à l'expression utilisée par un ami dans un moment de difficulté. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Je t'avoue que je me suis pas dit, ouais, je vais faire l'escalade d'El Capitan en solitaire parce que la marche était immense. Ça me semblait démesuré comme objectif, bien trop prétentieux, etc. Mais en tout cas, l'idée m'a donné un courage fou pour me sortir de ce pas-là. Et puis, alors que le solitaire, c'était pas quelque chose qui m'avait attiré avant, hein. Autant il y a des gens qui ont rêvé de ça toute leur vie, moi pas du tout. Déjà parce que j'y voyais que la notion de risque et que moi j'aime pas ça, le risque inutile. J'aime bien minimiser complètement le risque. Donc le solitaire, ça me semblait pas intéressant pour moi. Et en fait, à avoir ce déclic-là, bah, j'ai commencé un peu à me renseigner, à voir au niveau des techniques. Et il se trouve que donc j'ai découvert que c'était tout à fait possible de faire du solitaire auto-assuré, c'est-à-dire que tu utilises des cordes
pour t'assurer en cas de chute, donc où tu prends presque pas plus de risques qu'en cordée. Par contre, c'est assez fastidieux à mettre en œuvre parce que voilà, ça fait beaucoup plus de logistique et de manipulation des cordes, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension émotionnelle où tu es seul, donc c'est plus compliqué à gérer. Mais je découvre la possibilité de pratiquer ce solitaire-là et je me dis, ah, quand même, je sens qu'il va falloir que j'essaye. J'avais donc mon voyage prévu à l'automne avec une copine pour aller grimper justement ces gros murs. Et quelques semaines avant, la copine se blesse et ne peut pas partir en voyage. Donc moi, j'ai mon billet d'avion, pas remboursable. J'ai cette idée au fond de ma tête de me dire, j'aimerais bien essayer le solitaire un jour. Et donc l'occasion se présente, je dis, bah, j'y vais. Donc je pars aux États-Unis, alors toujours avec beaucoup de complexes, donc j'en parle à personne. Personne n'est au courant de ce que je vais faire là-bas, même si moi dans ma tête je sais très bien ce que je vais faire, je vais grimper en solitaire. Je pars avec tout mon matériel, très discrètement, en mettant sur les réseaux que je vais voir des copains, quoi. Et puis même les copains sur place, je crois que je leur en parle pas trop, et donc voilà, je vais discrètement au Yosemite, je porte mes sacs au pied de la paroi et je me lance dans un premier mur en solitaire, alors beaucoup plus petit qu'El Capitan. Et je partais à la base pour 5 jours d'escalade. Et puis en fait, cette expérience, elle a été compliquée parce que j'ai fait une chute, ce qui arrive régulièrement, hein, et on est encordé justement pour prévenir ce genre de choses. Donc c'est pas, il y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que ça m'a quand même vachement impressionné de faire une chute. J'ai dû tomber de 8-10 mètres dans la paroi. Il m'arrive rien de plus que ça. Et en fait, je suis tellement impressionnée par toutes les émotions que ça a généré que du coup, je me mets à ralentir. Et comme dans la paroi, ben, en fait, tu hisses des sacs avec la quantité d'eau et de nourriture pour la totalité de l'ascension, et ben, je me rends bien compte que je vais manquer d'eau parce que je vais pas assez vite par rapport à ce que j'avais prévu et donc à la quantité d'eau que j'avais emportée. Et j'arrive pas à accélérer parce que je suis un peu terrorisée. Je donne trop d'importance au fait de retomber, donc je perds du temps à cause de ça. Et là, bah, c'est l'échec en plein milieu de la paroi. Je me blâme de tout, je me sens capable de rien, et puis je fais demi-tour. Je fais demi-tour dans cette paroi. Alors c'est très compliqué parce que c'est des parois déversantes, donc si tu descends, ben, en fait, tu touches pas le rocher, donc il faut trouver tout un système pour rester collé au rocher pour arriver à redescendre jusqu'en bas de la paroi. Et en faisant ça, il y a une petite voix qui me dit, Julia, laisse quand même des cordes fixées à la paroi parce que au cas où tu as envie de revenir. Et donc en fait, j'équipe la paroi à la descente avec mes cordes en me disant, au pire des cas, je reviendrai chercher mes cordes dans quelques jours quand je me serai calmée. Et je descends de la paroi et j'arrive au pied de la paroi. Et là, bah, devine quoi, je mets un pied au sol, je me dis, j'ai déjà envie d'y retourner. Et, sauf que bon, j'ai quand même vécu un échec cuisant, je me complexe vachement de pas avoir réussi. Et donc je me dis, bah alors le deal, c'est que tu redescends, tu te refais une santé, tu manges, tu bois, tu dors, tu te reconcentres. Et je veux te voir guerrière, quoi. Je veux te voir revenir avec vraiment un truc indestructible parce que c'est fini de pleurnicher, tu vas en haut, quoi. Et donc, je prends le temps de me recomposer un peu mentalement en vallée et je repars sur les cordes que j'avais laissées fixer pour reprendre l'ascension là où je l'avais laissée. Et là, bah, métamorphosée, en fait, j'ai une grosse volonté. Le fait d'avoir, tu vois, touché ce sentiment de vraiment de nullité, de me dire déjà, t'es pas capable de rien. Et puis en plus, tu as été prétentieuse de croire que tu allais faire du solitaire alors que t'en es pas capable. Ça a été tellement dur de me blâmer de tout ça qu'une fois que j'ai réussi à le dépasser, j'avais une vraie énergie de guerrière. Et donc, j'accomplis ma première ascension en solitaire cette année-là. Et je découvre un rapport avec moi-même et à l'effort et à la difficulté qui est génial. Qui est génial parce qu'en fait, j'ai traversé tout ça avec toutes mes émotions et, euh, et toute cette dévalorisation que je suis capable d'avoir avec moi-même. Et je l'ai surpassé pour en faire un truc dont je suis hyper fière. À se dire, bah ouais, je suis en haut de cette paroi qui est une des parois les plus déversantes des États-Unis. Certes, pas la plus longue, mais par contre, qui est un vrai exploit à mes yeux. Et je suis arrivée en haut toute seule et je dois rien à personne. Et en fait, ça correspond à la fin des années de formation à l'école où j'avais l'impression que être comme j'étais, ça n'allait pas. Ça correspond aussi à la fin de cette très longue relation où j'avais fait énormément de choses en couple et où je me demandais si j'étais moi-même responsable de mon succès ou si je le devais à mon ancien compagnon. Et donc, en fait, le solitaire m'a apporté énormément d'assurance par rapport à moi-même parce que du coup, ça me permettait d'être qui j'étais et d'arriver à faire les choses toute seule en étant juste comme j'étais, sans avoir besoin d'être comme on me demandait d'être. Et donc, j'y prends du plaisir et j'y retourne l'année d'après et encore celle d'après et je progresse, tu vois, dans la pratique du solitaire.
jusqu'à ce que, ayant suffisamment progressé, je sais très bien au fond de moi où je veux aller depuis plusieurs années, c'est en haut d'El Capitan en solitaire. Donc j'avais déjà gravi El Capitan en cordée, j'avais déjà fait du solitaire sur des parois plus petites, et il me restait à joindre un peu les deux bouts et m'attaquer à El Capitan toute seule. Donc El Capitan, c'est 1000 mètres de paroi. En cordée, on met classiquement 4 ou 5 jours d'ascension. Et en solitaire, je suis 3 fois plus lente parce qu'en fait, je passe mon temps à monter la paroi en l'équipant, donc en mettant toutes les protections dans le rocher pour avancer. Puis, il faut que je redescende 50 mètres plus bas pour libérer mes sacs qui m'attendent sagement, les faire attendre dans le vide. Remonter la longueur de 50 mètres en déséquipant tout ce que j'ai mis dans le rocher et arriver en haut que je hisse mes sacs, donc mes sacs de hissage où il y a tout le matériel, la plateforme pour dormir, la nourriture, l'eau, le matériel de secours, voilà, les habits, le duvet, enfin tout un tas de trucs. Donc en fait, c'est ces allers-retours sur la paroi de haut en bas que tu ne fais pas quand tu es encordé de deux parce que la personne qui est en bas libère les sacs et rejoint celui qui est en tête. Tous ces allers-retours font que je suis 3 fois plus lente en solitaire que en cordée de deux. Donc je sais qu'à El Capitan, ça va me prendre, grosso modo, je m'organise pour partir 12 jours dans la paroi. Donc 12 jours, ça veut dire une fatigue que je connais pas encore, hein. J'ai beau pratiquer l'alpinisme depuis très longtemps sur des intensités assez élevées. On parle de 12 journées d'effort où je commence ma journée à 5-6 heures du mat et je la finis à 22-23 heures. Donc, tu vois, c'est des efforts qui sont extrêmement longs, extrêmement éreintants, avec peu de pauses. Parce qu'en fait, quand tu grimpes en cordée, au moment où tu assures l'autre qui est en train de grimper, toi, tu te reposes. Enfin, c'est un repos relatif, il faut être concentré sur la corde, mais je veux dire, ton corps se repose, tu peux laisser un peu aller ta concentration, tu es un peu moins focus. Quand tu es tout seul, en fait, tu es toujours en activité, quoi. Sur 60 minutes dans une heure, il y en a 59 qui sont occupées et la minute que tu prends à te reposer, tu es presque à culpabiliser parce que c'est du temps de perdu. Donc, en fait, c'est des journées qui sont vraiment très intenses. Et là, je m'apprête à en mettre 12 d'affilée et je sais pas comment mon corps va réagir à tout ça. Et puis, sans parler de ça, il y a aussi l'autonomie de 12 jours. Ça veut dire que les sacs avec lesquels je pars, ils sont extrêmement lourds et il faut que je les hisse. Donc, je les porte pas sur le dos, hein. Ça, c'est absolument impossible. Mais je vais avoir un système donc j'ai une corde indépendante pour mes sacs qui sont attachés à une corde à part et je vais les hisser sur cette corde-là en faisant des techniques de mouflage, donc de démultiplication de la force pour arriver à soulever le poids. Donc là, quand je pars pour les 12 jours, je vais avoir 120 kilos de sac en plus du matériel technique que j'ai sur moi et sur la paroi quand je l'équipe. Donc j'ai 120 kilos d'eau, de nourriture, etc. Donc, je suis absolument incapable de soulever 120 kilos toute seule. Donc, j'ai tout un système de démultiplication des forces qui est très efficace. Moi, je démultiplie à peu près par 3 les forces. Ce à quoi il faut rajouter les frottements qui font qu'en fait, c'est pas 40 kilos, c'est bien plus que ça que je vais hisser. L'inconvénient de ça, c'est que démultiplier la force, tu démultiplies aussi la longueur de ce que tu hisses. C'est-à-dire que si j'ai 3 fois moins de poids, j'ai 3 fois plus de longueur de corde. Donc, en fait, au lieu de hisser mes sacs sur 1000 mètres, je vais en fait les hisser sur 3000 mètres. Donc, ça rend l'ascension encore plus fastidieuse. Donc voilà, tout ça pour dire que cette année-là, j'ai la grande idée de me lancer dans ce défi-là, qui est assez réaliste parce que j'ai pris le temps de le construire, mais qui par contre s'annonce être un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma vie, quoi. Un des plus gros challenges auxquels j'ai eu à faire face. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais le faire avec tout ce qui me compose, quoi. C'est-à-dire avec toutes mes émotions, avec toute mon énergie positive aussi, et avec tout le désespoir que je peux avoir quand je suis au pied de cette paroi à regarder le sommet 1000 mètres plus haut, et qu'au terme de chaque journée d'effort où je vais travailler pendant 15 heures sans relâche, quand je lève la tête, j'ai grosso modo pas avancé depuis la veille, quoi, depuis le matin même. Je C'est-à-dire que t'interromps ouais, une bien sûr. seconde. Tu connais le mythe de Sisyphe? Oui, Donc, ouais. je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce mythe, donc c'est de la mythologie grecque, hein, mais donc c'est un personnage de la mythologie qui a été puni par les dieux. Je vais pas revenir sur les raisons de sa punition. Et cette punition consistait à devoir pousser un rocher sur une pente d'une montagne, et une fois arrivé en haut, de devoir recommencer, et ça éternellement. Donc, ce mythe qui a fait l'objet de plein d'interprétations, bien évidemment, moi, vu mon attachement à la mythologie, à l'Antiquité, quand je t'écoute, c'est que j'écoute ton ascension et que j'ai écouté ton parcours, que j'ai écouté ce que tu nous as partagé de ta vie, de tes émotions, de tes combats. Et c'est fascinant de, de percevoir
l'analogie qu'il y a entre ce mythe et ce que tu racontes là. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi, tu l'as déjà regardé sous cet angle-là, mais tu es sur une face, tu dois tirer ton rocher, tes 120 kilos de rocher, tu remontes, tu dois redescendre, tu remontes, tu dois redescendre, etc., etc., etc. Et puis tu es face avec, t'es seul. Et du coup, je me pose la question, est-ce que le combat intérieur, il est évident? Attends, non, je le reprends sous un autre angle. Parce que, tu vois, par exemple, Camus, il a interprété ce mythe en disant que Sisyphe était en fait le seul maître de son destin. Il disait, il y a guère de passion sans lutte. Et donc, ça rejoint cette idée que développaient aussi beaucoup les stoïciens, qui me sont chers. Et cette fameuse phrase de Sénèque que je cite souvent, hein, qui disait, à mes yeux, tu es malheureux parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. Il faut en effet, pour se connaître, se mettre à l'épreuve. On apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience. En fait, ce que j'arrive pas à mettre dans l'ordre là, les idées dans ma tête, et par rapport à tout ce que tu viens d'exprimer et de partager, c'est que il y a un combat intérieur, il y a une volonté de se dépasser, c'est sûr, mais finalement, quelle est la poule et quel est l'œuf? Ouais, Ça t'a apporté énormément de satisfaction. J'aime pas le terme bonheur, parce que c'est très difficile à définir le bonheur. C'est très personnel, c'est très subjectif. Mais en tout cas, ça t'a comblé, ce parcours, ces expériences. Je suis pas en train de conclure la conversation, hein, mais je rebondis maintenant parce que ce que tu viens de décrire, voilà, encore une fois, est très, c'est une illustration assez remarquable, je trouve, de ce qui se passait forcément à l'intérieur de toi. Et du coup, j'essaie de comprendre si finalement tu as eu la chance d'être aussi peu confiante. Tu as eu la chance finalement d'avoir ce jugement si dur, ce regard que tu percevais comme dur des autres sur tes émotions, sur ta façon de les vivre, de les exprimer. Tout ce qu'on pourrait interpréter comme ayant été des difficultés de l'adversité, si finalement ça n'a pas été une chance pour toi parce que bah, sans ça, tu l'aurais jamais poussé ton rocher. Et est-ce que du coup, toi, tu dirais pas que ce rocher, c'est ce qui a donné un sens, c'est ce qui t'a rempli, quoi. ouais, Je si, sais pas alors, si c'est très clair ce que je dis, mais si, c'est très clair. Après, j'ai autant de mal à formuler ma réponse que tu as eu à formuler la oui, question. oui, j'imagine. C'est pas un sujet qui est simple, mais par contre, c'est très juste ce que tu dis. Je pense que moi, la vie m'a mise très jeune dans des situations douloureuses. J'ai eu des choses à vivre qui ont été vraiment, qui auraient pu être destructrices. Après, j'aime beaucoup l'idée que ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Du coup, c'est un peu ça que je vois. Alors, je souhaite pas aux gens de vivre des épreuves difficiles parce que le principe, c'est qu'elles sont difficiles, donc c'est pas chouette à vivre. Pour autant, il y a les deux faces d'une pièce, quoi. C'est-à-dire que pour réagir à quelque chose d'extrêmement difficile, on est obligé de sortir des capacités un peu extrêmes de soi-même, d'aller chercher au fond de soi cette énergie-là. Et moi, je pense que j'ai eu à le faire jeune et puis à plusieurs reprises sur des choses qui ont été dures pour moi. Et donc, j'ai pris l'habitude d'aller contracter un petit peu cette énergie-là. Et c'est extrêmement satisfaisant d'arriver à le faire, de pas être démoli par les événements, quoi. Bah, ça donne de l'espoir, quoi. Ça donne du courage pour affronter ce qui arrive. Et donc ça recommence. Si tu veux, le caillou, c'est l'histoire d'une vie, hein. Le caillou, il faudra passer son temps à le remonter. Mais par contre, la chance que j'ai, c'est d'avoir pas mal d'expérience, de l'avoir monté un paquet de fois en haut de cette montagne. Et El Capitan, c'était le cas, hein. Ça a été extrêmement fondateur pour moi comme expérience parce que justement, j'ai la preuve. J'ai la preuve de ce que j'ai pu faire. Alors, pas en tant que tel, hein, encore une fois, c'est pas l'exploit que je veux mettre en avant, mais c'est l'exploit relié à la sensation que j'avais au pied de ce mur. Je t'assure que c'était vraiment du désespoir quand les gens disent: «Ah bah, dis donc, désespoir, c'est un peu violent comme terme». Je dis: «Non, c'est vraiment du désespoir». J'étais en larmes un nombre de fois incalculable dans ce mur parce que j'étais persuadée que j'arriverais pas au bout, tellement que cette montagne, elle était haute et que chacun de mes mouvements, il était dérisoire. Et pourtant, bah, je me suis appliquée à faire des tout petits pas. Voilà, avec l'idée, j'avais un ami qui avait traversé l'Atlantique à la rame. Ça me semblait délirant. Il avait mis 42 jours pour traverser cet océan, à faire que ramer 12 heures par jour. Je disais: «Mais comment t'as fait pour tenir le coup?» Il m'avait répondu: «Ben, un mouvement après l'autre».
Et j'ai toujours retenu ce mot-là parce qu'il est complètement juste, quoi. C'est si tu ouvres les œillères et que tu élargis l'horizon, c'est insupportable de voir que tu n'avances pas. Et pourtant, si tu t'appliques à faire chaque mouvement, mis bout à bout, c'est tous ces mouvements-là qui vont te faire arriver en haut. Et ça, c'est juste une leçon de vie, tu vois. Et l'escalade comme la vie, c'est la même chose. C'est que parfois, il faut resserrer le regard, quoi, et puis juste se concentrer sur ce que tu peux faire à ce moment-là et à cet endroit-là, et mettre bout à bout tous ces petits mouvements-là jusqu'à ce que ça débouche sur quelque chose de plus grand. Et ça, dans toutes les situations difficiles dans la vie, c'est la même chose. Donc en fait c'était extrêmement riche pour moi de le faire sur quelque chose qui était très, très difficile, très ambitieux techniquement, et en étant moi-même. Et donc en trouvant mes propres ressources. Et puis j'ai envie de compléter aussi en témoignant que, en ce qui me concerne moi, avec la façon dont je vis mes émotions et mes ressentis, en fait, c'est parce que je laisse les périodes d'abattement ou de sentiment d'impuissance ou d'immobilisme, où, tu vois, où je n'arrive pas à faire les choses parce que je suis terrassée par quelque chose de négatif. C'est parce que je laisse exister ces moments-là que j'arrive à rebondir. Et souvent, je me... L'acceptation. L'acceptation, voilà, de vivre pleinement ça, et de fonctionner avec ça et non pas contre ça. Donc souvent on me dit mais non, il ne faut pas. Donc il faut pas avoir peur, il faut pas ressentir comme ça, il faut pas se prendre la tête, il faut pas ceci, il faut pas cela. Cette phrase, moi, elle me donne des boutons parce qu'en fait elle est très fausse pour moi. C'est pas que je veux être comme ça, c'est que je suis comme ça, c'est une réalité. Donc il ne faut pas être comme ça. C'est très violent comme commentaire sur le comportement ou le tempérament de quelqu'un. Donc en fait, moi, je pars du principe inverse, c'est que c'est là, c'est présent. Ce que je dis souvent aux gens que je forme, je suis formatrice des équipes féminines d'alpinisme pour les fédérations. Donc j'ai des jeunes femmes que je forme pendant 2 ans à progresser en alpinisme pour devenir autonomes. Et je leur dis toujours, le chemin le plus court pour aller à un endroit où on souhaite aller, c'est de commencer là où on est, au lieu de commencer à chercher à être quelqu'un d'autre pour ensuite aller à l'objectif. En fait, c'est une perte de temps, c'est une perte de chemin. C'est-à-dire le plus court, c'est vraiment de là où on est vers l'objectif. Et donc, pour partir de là où on est, faut accepter, faut valider ce qu'on est. Alors, moi, c'est la façon dont je fais et c'est ce que j'encourage les gens à faire, c'est de dire c'est OK, même si on n'est pas la personne de ses rêves, on est qui on est, quoi. Donc, euh, moi, je pars d'une difficulté. Quand je suis terrassée, je suis terrassée. Quand je suis malheureuse, je suis malheureuse. Quand je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'énergie. Et j'essaie de valider ça parce que c'est ce qui me permet de m'accepter et ensuite d'utiliser un peu mes forces autant que mes faiblesses, quoi. Et donc C'est il y le a aussi privilège c'est le privilège, c'est le gros atout des hypersensibles. Et c'est pour ça que on est nombreux à considérer que les hypersensibles, c'est un peu la version 2.0 de l'être humain. C'est que quand on est hypersensible, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à accepter ses émotions. Je pense que tu touches du doigt quelque chose qui est extrêmement important et qui est important pour nous tous, c'est de savoir reconnaître et accepter ses émotions et pas essayer de les dissimuler, de les effacer, de les faire disparaître. Parce qu'à ce moment-là, on se consume notre énergie, on consume une forme d'amour sur soi aussi. ouais, Si on se refuse une émotion, on se refuse un peu soi-même. Et donc, ça aide pas complètement. à s'aimer. Et, Et puis je trouve que ça nous prive aussi de la chance de pouvoir être alignés, tu vois, d'avoir une certaine congruence avec soi-même. Et cet alignement, il permet de faire des grandes choses parce qu'en fait, quand on est aligné, on a une énorme ressource en soi, quoi. Alors c'est sûr que si tu fais quelque chose qui est pas ce que tu voudrais dans la vie, etc., tu es très limité. Alors que quand tu te permets d'être toi-même et de ressentir tout ce qu'il y a au fond de toi, ça te permet d'aller à un endroit qui est très juste et d'avoir beaucoup d'énergie pour ça et d'accomplir des choses qui sont importantes pour toi, quoi. Donc, et puis de rayonner aussi tout autour de toi du bonheur de se réaliser, quoi. Donc je pense que l'honnêteté avec soi-même, elle apporte énormément. Après c'est un exercice, hein, c'est pas simple à faire. Et puis moi, j'y ai passé une vie, mais c'est sûr que mon hypersensibilité m'a forcé un petit peu à ça. Je l'aurais pas forcément fait si j'en avais pas eu le besoin, quoi. Donc encore une fois, c'est une chance. Ça crée beaucoup de tourments, mais c'est une chance aussi, quoi. je voudrais terminer avec deux choses. La première, c'est j'aimerais t'entendre sur ces deux
principe, ces 2 recommandations qui ont été énoncées par un auteur qui m'est cher, qui s'appelle Jordan Peterson, qui est un auteur canadien, contemporain, il est en vie, hein. Et il est psychanalyste à la base, professeur et autres. Et il a écrit un livre qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires, qui s'appelle 12 Rules for Life, 12 règles pour la vie, où c'est voilà, des recommandations sur effectivement la manière de se construire, d'évoluer et autres. Et alors, c'est pas du tout du développement personnel à la petite semaine, hein. C'est un cerveau extrêmement brillant, extrêmement cultivé, et chaque chapitre est absolument passionnant, tant au niveau des sources qu'il cite, des idées qu'il développe, etc., etc. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que je recommande à tous de lire. Je mettrai les références, bien évidemment, dans l'épisode, dans les infos de l'épisode. Et parmi ces 12 règles, il y en a 2 qu'il énonce et sur lesquelles j'aimerais t'entendre. La première, c'est de se traiter soi-même comme si on était quelqu'un d'autre qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Alors, je le traduis là en live, donc du coup, c'est peut-être pas parfaitement traduit, mais en anglais, c'est treat yourself like someone you're responsible for helping. Donc, se traiter soi-même comme si on était quelqu'un dont on était responsable du bien-être. Et ensuite, la deuxième règle, c'est de se comparer à celui qu'on était hier et pas à quelqu'un d'autre. Et je trouve, en t'écoutant, j'avais envie de t'interroger sur ces 2 aspects-là parce que j'ai comme dans l'idée que c'est très intéressant. Je les médite, hein, en même temps que je t'écoute, hein. C'est effectivement très intéressant. Moi, je me répète souvent au quotidien cette petite phrase qui dit ne te parle pas comme tu ne parlerais pas à quelqu'un d'autre. C'est vrai on est tous très terribles à ce niveau-là. C'est que on se traite de tous les noms alors qu'on n'oserait pas le faire avec quelqu'un d'extérieur, alors qu'on devrait effectivement être la personne dont on prend le plus soin et on se trouve à être la personne avec qui on est le plus dur. Il y a dans ce que tu as cité, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, qui est de prendre soin de soi. Et en fait, moi, je vois beaucoup au fond de moi, comme au fond de chacun d'entre nous, un enfant ou en tout cas quelqu'un quelqu'un qui est blessé, qui a souffert, qui a grandi comme il pouvait, avec des fêlures. Et je trouve que c'est pas constructif de lutter contre ça, mais qu'il faut apprendre à prendre soin de soi-même. D'une part parce qu'il faut penser un peu ces blessures-là, et puis d'autre part parce que finalement dans la vie personne pourra le faire à notre place, même les personnes qui nous aiment le plus et avec qui on aura des relations les plus développées, ils sont pas là pour ça, et ils vont aider à avoir un contexte pour y arriver, mais le travail il faut le faire avec soi-même, et c'est pas facile à faire. Donc il y a besoin de se le répéter, il y a besoin de s'interdire de se parler aussi mal que ça, il y a besoin de prendre le temps de se consoler, de laisser de la place pour écouter cette petite personne blessée à l'intérieur, et lui proposer de fonctionner ensemble, en fait. Et je pense que d'unifier un petit peu nos différentes facettes, qui sont plus ou moins reluisantes, quoi, hein, de les unifier, ça donne vachement de puissance, en tout cas vachement de possibilités pour faire des choses justes pour soi-même. Et que voilà, donc je suis tout à fait d'accord sur le fait de prendre soin de soi et d'essayer de trouver des chemins un peu plus doux pour se traiter soi-même. Et puis sur ta deuxième citation qui me plaît beaucoup aussi, effectivement, je parlerai du fait que souvent les gens m'interrogent sur mon esprit de compétition. Je dis alors, je n'ai pas du tout l'esprit de compétition par rapport aux autres. D'une part parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué, donc est assez difficile pour moi à faire. Mais surtout parce que l'enjeu pour moi, il n'est pas là, il n'est pas d'être meilleur que les autres, il n'est pas d'être toute puissante par rapport aux autres, c'est pas ça. L'enjeu, il est de revoir toutes ces barrières et ces limites dont je parle depuis le début de la conversation, qui sont trop limitantes et pas satisfaisantes. Et donc le but étant pour moi de trouver des chemins pour les dépasser, et revoir la notion de possible. Et donc de se comparer à celui qu'on était hier, ça met en valeur en fait la progression qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est le fait de toujours chercher à faire mieux, pas mieux nécessairement dans la performance, mais mieux aussi dans les qualités humaines, dans les qualités relationnelles, dans les choix de vie, etc. De toujours de pas se satisfaire, mais de chercher à toujours faire mieux. Et je constate que c'est ce qui anime
c'est ce qui anime mes journées, mes années et toute ma vie, en fait. C'est d'essayer de faire mieux que celle que j'étais hier à tous les niveaux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond parfaitement à la question et merci. Donc ma dernière question, c'est la traditionnelle question sur mon tableau qui représente une vie, représentation imparfaite d'une vie de 80 années euh, avec ses 52 semaines par année et ces cases qui représentent donc chacune de ces semaines. Et ben voilà, je voudrais que tu me dises ce que ça t'inspire. Et ouais, alors j'avais entendu parler de ce tableau en écoutant ton podcast. C'est vrai que de le voir, c'est marrant, je trouve ça assez émouvant, en fait. Un peu comme, tu vois, comme si j'étais un peu au jugement dernier, de faire le bilan de la vie. Alors, heureusement, j'en suis pas encore là, mais il y a un petit côté nostalgique à me dire, ah ouais, je suis déjà à la moitié, quoi. Il y a déjà de l'espace qui a été rempli, et puis il y en a moins à venir. Donc, il y a un peu je dirais, cette gourmandise de vie qui est un peu contrariée, à se dire, mince, ça passe trop vite. Puis si on parle de semaines, en fait, ce serait marrant. Moi, je me dis de mettre, de colorier dans des nuances de gris et de noir, les périodes de ma vie qui ont été plus ou moins joyeuses, quoi. Et puis d'en faire un dessin, alors qui serait pas tout clair, hein. C'est sûr que il y aurait du noir dans ce tableau-là, mais de se dire, ouais, ok, avec toutes ces difficultés-là et avec tous ces moments où ça a été sombre, où j'ai douté, où je voyais pas la lumière au bout du tunnel, ben voilà la vie que j'ai quand même réussi à avoir, et juste se féliciter de ça, quoi, se dire, ben il y a aussi du blanc, quoi, il y a aussi du blanc, il y a des trucs lumineux, et il y a de la réussite, quoi, il y a beaucoup d'épreuves qui ont été dépassées, et il y en aura d'autres, et c'est pas grave, quoi, c'est une alternance de couleurs, quoi, ça, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est la vie. Donc ce serait très sympa d'arriver à en faire un dessin, tu vois, et puis de voir celui d'à côté, de la personne d'à côté, qu'est-ce qu'elle a réussi à dessiner. Parce que aussi, je me dis, on est ce que les autres voient de nous, mais il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qui se passe réellement au fond, quoi. Et donc ce serait marrant de mettre tout ça en nuances de gris et de noir et de blanc. Et de se dire, ouais, c'est comme ça que tu te vis, en fait. Et ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Merci pour ce moment. Et effectivement, on n'a pas abordé tout ce que je voulais aborder, mais c'est pas grave, ça nous donnera un prétexte pour recommencer. Je te souhaite de prendre bien évidemment beaucoup de plaisir dans cette épreuve. C'est quand d'ailleurs? La Transat Jacques Vabre, c'est toujours au mois de novembre. Voilà, donc D'accord. là Donc c'est j'ai à la fin de pas, l'année. voilà, j'ai pas encore de certitude de pouvoir être au départ, parce que sur la course au large, il y a d'énormes de notions de très gros budget avec donc Ah beaucoup oui. de recherche de partenaires, de sponsors. Et donc là, pour l'instant, ma recherche est pas encore suffisamment fructueuse pour que je sois assurée d'être au départ. Donc voilà, donc je travaille là-dessus, mais Bon, bah, tous effectivement, ceux qui nous j'espère. écoutent et qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter et je ferai suivre à Julia vous avez compris le message. Elle a besoin de Voilà, sponsors. Donc en soyez sympa. espérant être en novembre au départ du Havre pour traverser l'Atlantique. Voilà le programme. Merci infiniment, Julia. Et Merci à toi, Nicolas, pour l'invitation, et puis la profondeur des questions et des questionnements. C'était un plaisir d'échanger avec toi. merci. À très bientôt.